Je suis Maître Rodrigue Dadje, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis l'avocat principal de Mme Simone Olivier Gbagbo, tant en Côte d'Ivoire qu'à la CPI. À l'époque du président Laurent Gbagbo, pour moi, la justice fonctionnait correctement. Il y avait des choses à améliorer. Comme dans toute justice, une justice africaine, il y avait des choses à améliorer. Il y avait des tests à faire améliorer, tant en matière judiciaire que pénale que civile. Voilà. Même en matière de droits de l'homme et de respect des droits de la défense, il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer sous Gbagbo. Par contre, la justice fonctionnait normalement et des décisions étaient rendues. Ces décisions n'étaient pas tribaliques, elles n'étaient pas politiques. C'était vraiment un processus normal, même si l'appareil judiciaire méritait d'être critiqué pour qu'il s'améliore. Voilà. Dans un gouvernement dirigé par le président Laurent Gbagbo, dans lequel il y a un gouvernement et il y a un ministère qui est accordé à ses adversaires, vous imaginez bien que la logique, c'est que ses adversaires travaillent à saboter l'action du président à travers le ministère. Est-ce que c'est ce qui s'est effectivement passé, oui ou non? Je ne sais pas. Ce que je constate simplement, c'est que dans les procédures comme la procédure Kiefer, le ministère de la Justice, qui appartenait aux forces nouvelles, a été très efficace pour la délivrance des commissions rogatoires, au point même de violer souvent l'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France en matière de justice. Ok, mais écoutez, je vous remercie. Alors, Guy André Kiefer est journaliste de profession. Il a exercé dans certains médias en Europe, en France particulièrement. Il est rentré en Côte d'Ivoire, non en tant que journaliste, mais plutôt en tant que consultant, et a travaillé en collaboration avec une structure liée au café cacao. Voilà. Alors, courant 2004, il serait allé sur le parking d'un centre commercial et c'est là-bas qu'il aurait disparu. Et de 2004 à ce jour, on n'a pas eu de nouvelles de Guy André Kiefer. On n'a pas également retrouvé son corps. Voilà. En droit, on parle de la situation d'un disparu et non de quelqu'un qui a été tué. Alors, certaines personnes et certains organes de presse ont fait des amalgames et ont conclu qu'il avait été assassiné alors qu'on n'a pas encore retrouvé son corps. Comment on peut conclure qu'il a été assassiné quand on n'a pas encore vu le corps? Puisque c'est l'autopsie du corps qui peut nous permettre de savoir s'il a été assassiné. Il peut même être mort, mais il peut être mort de mort naturelle. Mais il faut encore retrouver le corps. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on estime qu'il est disparu. Et les cas de disparition sont légion dans le monde. Récemment, aux États-Unis, une fillette qui a disparu depuis plus de 11 ans a été retrouvée. Et son beau-père a été accusé par sa mère de l'avoir tué alors que le monsieur était innocent. En réalité, la fillette avait simplement été enlevée par des tierces personnes. Elle a été retrouvée, mais on avait même fait son enterrement, ses funérailles. Donc je dis et je répète, Guy André Kiefer, en droit ivoirien comme en droit français, est dans une situation d'une personne qui a disparu. Tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, on ne peut pas conclure qu'il a été assassiné. Et même quand on retrouve le corps, il faut d'abord l'autopsier pour savoir s'il est mort de mort naturelle ou s'il a été tué par une tierce personne. Voilà, le cas Kiefer. Déjà, la première chose, c'est que nous n'avons pas vu officiellement une véritable ONG accabler Mme Simone Gbagbo. Nous ne l'avons pas vu. Si ça avait été le cas, nous les aurions poursuivis en diffamation. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes tant en France qu'en Côte d'Ivoire. Et de 2004 à ce jour, on ne nous a pas encore dit quelles sont les personnes qui étaient véritablement poursuivies pour la disparition de Guy André Kiefer. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de véritable témoin, on n'a pas de véritable inculpé dans ce dossier. Voilà ce que je dis. Donc, en ce qui concerne les journalistes des médias occidentaux, je peux comprendre que ces journalistes travaillent dans un plan de diabolisation des leaders politiques africains qui veulent prendre leur autonomie et leur indépendance vis-à-vis de l'Occident. Donc, bien évidemment, il faut saluer leur image de marque. Voilà, et on peut comprendre cela. Mais écoutez, avant de répondre au cas BT Seydou, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne pense pas avoir utilisé le thème d'ingérence véritable de la France dans l'affaire Guy André Kiefer. Je sais que les politiques français, souvent, faisaient des interventions pour demander que justice soit faite. Mais en termes de demander que justice soit faite, moi, Maître Dadje Rodrigue, avocat de Mme Simone Gbagbo, et Mme Simone Gbagbo également, nous avons la même préoccupation que le gouvernement français.
nous souhaitons que justice soit faite. Mais justice soit faite, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la justice fasse la lumière sur la disparition de Guy André Kiefer. Nous avons besoin aujourd'hui tous de savoir pourquoi il a disparu, comment il a disparu et qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc sur ce point-là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Par contre, ce que nous déplorons, c'est le manque de transparence, le manque d'équité dans la collaboration entre la justice française et la justice ivoirienne. Quand les juges français viennent en Côte d'Ivoire pour exécuter des commissions rogatoires, la justice ivoirienne et le gouvernement ivoirien, le ministère de la Justice, se met à leur disposition pour les aider à exécuter les commissions rogatoires. Bien souvent, la Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne va au-delà des tests prévus en matière de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Pour vous dire à quelle enseigne la Côte d'Ivoire essaie de collaborer, ce qui n'est même pas normal parce que nous devrions nous en tenir au respect de l'accord de coopération en matière de justice. Mais quand les magistrats ivoiriens partent en France pour exécuter des commissions rogatoires, la justice française ne respecte même pas l'accord de coopération en matière de justice pour prétendre même leur accorder plus d'avantages que ne prévoient les accords. Voilà ce que je dis. Le juge Ramel, à une des commissions rogatoires exécutées par la justice ivoirienne, après l'avoir prévenu et eu son accord sur le calendrier, les juges ivoiriens se sont rendus en France. Le juge Ramel a prétendu qu'il était en vacances et qu'il donc il ne pouvait pas exécuter la commission rogatoire. Paradoxe des choses, c'est que pendant qu'il disait qu'il était en vacances, il s'est retrouvé hors de la France à exécuter, à diligenter des enquêtes sur le dossier. Donc, il ne peut pas être en vacances et être en train de diligenter dans des enquêtes puisqu'il dit qu'il ne peut pas travailler pendant qu'il est en vacances. Je trouvais que c'était un manque de respect pour la justice ivoirienne, un manque de transparence dans la collaboration. Mais en tout état de cause, si la justice française ne collabore pas correctement avec la justice ivoirienne, mais les deux collaborations sont faites dans le but, dans un intérêt commun, celle de retrouver Guy André Kiefer, de savoir ce qui lui est arrivé. Donc, ce manque de transparence dans la collaboration ne pourra que pénaliser les deux enquêtes et naturellement pénaliser la recherche de vérité sur la disparition de Guy André Kiefer. Voilà. Écoutez, donc, je reviendrai sur la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est que la famille Kiefer, Reporters sans frontières, fonctionnait sur des a priori qui étaient complètement faux et sur des préjugés. Alors, je ne sais pas qui a mis dans l'entendement de la famille Kiefer et de Reporters sans frontières que l'État ivoirien sous Gbagbo ne collaborait pas véritablement à l'enquête. C'était complètement faux. Il y a des éléments qui peuvent en justifier. C'est que déjà, sous Gbagbo, la justice française a exécuté 9 commissions rogatoires en Côte d'Ivoire. De l'histoire de la France en matière d'exécution de commissions rogatoires, je ne connais aucun pays ou aucune justice qui ait permis à un magistrat français d'exécuter autant de commissions rogatoires dans le même dossier que sous l'ère du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en dehors de les aider à exécuter la commission rogatoire, la justice ivoirienne est allée au-delà des prérogatives qui étaient accordées aux magistrats étrangers quand ils viennent en Côte d'Ivoire. Dans l'accord de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et la France, la commission rogatoire est exécutée par un juge ivoirien. Uniquement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il est permis, il a la possibilité pour le juge qui demande la commission rogatoire, donc le juge français, d'assister à l'exécution de la commission rogatoire, mais sans prendre la parole. En Côte d'Ivoire, quand les juges français arrivaient, ils prenaient la parole, ce qui ne leur n'était pas permis par les accords de coopération, mais ils exécutaient eux-mêmes souvent les diligences. Or, cela est strictement interdit. Quand les juges ivoiriens partent en France pour exécuter une commission rogatoire, ils n'ont pas droit à la parole. Il ne leur est pas permis de poser un seul acte de diligence ou d'exécution. Voilà ce que je dis. Et tout cela a été fait sous Gbagbo. Pendant que son épouse était accusée d'être liée à la disparition de Guy André Kiefer, Gbagbo, la justice ivoirienne, se mettait à la disposition de la justice française pour que la transparence, la recherche de la vérité soit l'objectif commun. Voilà ce que je dis. Et quand le président Gbagbo n'était plus au pouvoir, je ne suis pas sûr que la justice française, dans le dossier Kiefer, ait exécuté autant de commissions rogatoires. Et j'en doute très fort. Donc, pour vous dire, effectivement, le cas Tony Oula était un cas patent. Parce que le juge Ramel a détenu pendant plusieurs années l'Ivoirien Tony Oula en France, dans des prisons les plus difficiles, au motif qu'il serait lié à la disparition de Guy André Kiefer. Le paradoxe des choses, c'est que le juge Ramel n'avait à son dossier aucun élément prouvant cela. Il a quand même veillé
prolonger et renouveler au maximum la détention de Tony Oulai jusqu'à ce qu'un moment, la chambre en charge des détentions puisse lui dire stop, ça suffit. Si vous n'avez aucun élément de preuve contre M. Tony Oulai, on le met tout de suite en liberté et M. Tony Oulai a été mis en liberté. Et c'est comme ça que depuis toujours, Tony Oulai est libre de tous ses mouvements. Il peut aller où il veut, revenir en Côte d'Ivoire et partir en France. Et je le dis, le juge Ramel n'avait aucun élément concret contre M. Tony Oulai. C'était carrément un abus d'autorité de pouvoir. Je réponds clairement. Si vous me demandez où en est ce procès, je vous dis que ce procès-là, on n'est pas encore au stade du procès, on est au stade d'un dossier d'instruction. Depuis 2004, la justice ivoirienne instruit ce dossier devant un juge d'instruction ivoirien. La justice française fait de même devant un juge d'instruction français. Au jour d'aujourd'hui, les instructions ne sont pas terminées et on ne sait pas encore ce qui s'est passé en ce qui concerne Guy André Kiefer. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ce point précis. En réalité, les médias français ont utilisé l'affaire Kiefer juste comme un alibi pour accabler la première dame et la présenter comme quelqu'un de négatif vis-à-vis de la communauté internationale. Mais ce n'était juste qu'un motif. Ça aurait pu être le cas, ils auraient pu utiliser un autre motif. Je pense plutôt que les médias occidentaux avaient peur de la qualité de la personne de Mme Simone Gbagbo. C'est un intellectuel très averti, un politicien très averti et qui savait d'où elle venait et qui savait où elle partait. Et tout cela dans un combat politique dans le pacifisme, puisqu'elle n'a jamais opté pour la prise des armes pour son combat politique. Alors, si elle n'a pas opté pour la prise des armes pour le combat politique, elle ne se verrait pas en train d'assassiner une tierce personne pour assouvir ses ambitions politiques. Première des choses. Deuxième des choses, dans l'ordonnancement politique ivoirien, Guy André Kiefer, excusez-moi, je respecte sa personne et sa mémoire, il n'est personne. Donc franchement, éliminer Guy André Kiefer ne peut pas être un gain pour Mme Simone Gbagbo. Parce que son élimination équivaudrait en Côte d'Ivoire à rien du tout. Je ne sais pas si vous me suivez, à rien du tout. Si Mme Gbagbo veut éliminer des adversaires politiques, on pourrait me dire, elle a éliminé, je touche du bois comme ça, et je le dis juste à titre d'exemple, elle a éliminé Alassane Ouattara, Soro Diom, voilà, ses adversaires politiques, j'aurais pu comprendre. Alors que ses adversaires politiques véritables sont restés en vie et en bonne santé pendant tout le mandat du président Laurent Gbagbo. Guy André Kiefer ne représentait rien politiquement en Côte d'Ivoire qui aurait même pu justifier son élimination. Ça, c'est d'abord la première chose. Deuxième des choses, Mme Gbagbo ne le connaissait pas et n'a aucune relation avec lui, n'a rien à voir avec sa disparition. Oui, effectivement, Guy André Kiefer était menacé par un de ses patrons dans la boîte de café cacao dans laquelle il travaillait et qu'il avait même menacé avec une arme à feu. Je ne sais pas quelles étaient les raisons précises, mais apparemment, il y avait eu une dispute. Il aurait peut-être reproché à Guy André Kiefer de lui faire du chantage et avait décidé d'attenter à la vie de Guy André Kiefer. Voilà. Donc, il y avait des personnes qui voulait effectivement attenter à la vie de Guy André Kiefer. Est-ce que cela a été fait? Cela n'a pas été fait. On n'a pas d'éléments de preuve là-dessus. Mais à tout le moins, ce sont des éléments qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Écoutez, j'ai vécu très mal mon arrestation, honnêtement, parce que j'avais jamais imaginé que le gouvernement ivoirien et la justice ivoirienne iraient jusqu'à mettre en prison un avocat ivoirien. Déjà, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, donc je n'ai pas assisté aux événements. J'étais en France, j'y suis resté une année. J'ai informé l'ordre des avocats que je rentrais en Côte d'Ivoire. L'ordre des avocats en a informé les autorités. Donc, les autorités ivoiriennes savaient quel jour j'arrivais en Côte d'Ivoire et par quel vol, puisque j'avais donné toutes les informations liées à mon arrivée. Donc, je ne rentrais pas en Côte d'Ivoire comme un fugitif. Je rentrais en Côte d'Ivoire libre et libéré de toute éventuelle récrimination. Alors, j'ai été arrêté à l'aéroport par la DST qui m'a conduit dans ses locaux où j'ai été séquestré pendant plus de 2 semaines. Et c'est grâce à la mobilisation des avocats de Côte d'Ivoire et de tous les soutiens nationaux et internationaux que j'ai pu sortir de la DST pour être transféré devant un juge d'instruction qui m'a inculpé. J'ai trouvé cela extrêmement grave. J'ai été inculpé sans aucune charge. J'ai été transféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qu'on appelle la MACA, la prison civile d'Abidjan, où j'ai séjourné 3 mois pratiquement. Alors j'ai été mis en liberté provisoire parfaitement, comme vous le dites, le 21 juin 2012. Par la suite, le juge a rendu une ordonnance de non-lieu me concernant. Le parquet d'Abidjan a fait appel de cette ordonnance.
la chambre d'accusation a de nouveau réexaminé le dossier et a confirmé mon non-lieu. Donc, c'est comme ça que je me retrouve libre et libéré de toute charge. J'étais poursuivi pour avoir troublé l'ordre public, pour avoir organisé des complots contre l'autorité de l'État, pour avoir financé des bandes armées. Mais bien évidemment, nous savions tous que c'était des accusations farfelues. Le but principal, c'était de m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme j'ai décidé quand même de rentrer pour assurer la défense de Mme Simone Gbagbo, c'était de me mettre hors d'état de nuit afin que je n'assure pas la défense de Mme Simone Gbagbo. Et donc, quand je suis sorti de prison, je me suis remis à assurer la défense de Mme Simone Gbagbo, dont j'étais l'avocat principal depuis 2008. Donc, il était tout à fait normal que je sois l'avocat de Mme Gbagbo quand elle était en prison. Pour moi, c'est une question de dignité. Je ne peux pas être l'avocat de la première dame de Côte d'Ivoire quand elle est au pouvoir ou quand elle est aux côtés de son époux qui est le président de la République et subitement l'abandonner parce qu'elle est arrêtée et qu'elle est ex-première dame. Non, pas du tout. Pour moi, il était important que j'assure la défense de Mme Simone Gbagbo qui avait besoin de moi. Et c'est ce que je fais depuis que je suis sorti de prison. Bon, cela se passe plus ou moins bien. On a des avancées, on a quelques victoires, on a aussi des échecs ou des déceptions liées au fait que la justice ivoirienne est sous l'emprise du pouvoir ivoirien. Si on était dans une justice libérée de l'emprise du pouvoir ivoirien, Mme Simone Gbagbo serait déjà sortie de prison parce qu'il n'y a aucune véritable charge contre elle. Mais écoutez, pour répondre à cette question, je ne parlerai pas que de moi. Je parlerai de façon générale de cette dizaine d'avocats-là qui assurent la défense des prisonniers politiques pour Gbagbo. Voilà, c'est Maître Dirabou Mathurin, le doyen d'âge, c'est Maître Bobré, c'est Maître Dako Toussaint, c'est Maître Blédé Dora, c'est Maître Gogo Achille, c'est même Maître Céric Bougnon en son temps, avant qu'il ne remonte à la CPI, c'est Maître Dadje Rodrigue. Donc comme je disais, c'est une dizaine d'avocats comme ça qui depuis 2011 assurent la défense des prisonniers politiques pour Gbagbo. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. D'abord, des conditions de sécurité. Beaucoup ont eu les cabinets qui ont été pillés, beaucoup se sont fait arrêter ou menacer de mort. Beaucoup ont perdu tout leur portefeuille client parce qu'il n'était pas bon de travailler avec des avocats qui défendent les perdants du pouvoir. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui financièrement, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. En même temps, je tiens à vous dire que ces avocats ne reçoivent pas véritablement d'honoraires. Voilà. Il y a eu quelques brides d'honoraires qui ont été payés ça et là par le FPI, mais qui ne représentent pas vraiment les honoraires qui leur sont dus. Donc, ils vivent difficilement. Ils sont très dignes, très courageux et je tenais à les saluer. Je me retrouve dans la même situation qu'eux. Et je dis un peu plus difficilement puisque je suis l'avocat de Simone Gbagbo qui vraiment est un peu comme le phare de cette situation de prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Il n'est pas bon de travailler avec Maître Daguet. Moi, de façon principale, ma spécialité, c'est le droit des affaires, ce n'est pas le droit pénal. Mais aujourd'hui, j'ai pratiquement plus mon portefeuille que j'avais avant. Bon, ce que je peux comprendre. Et il faut savoir que les prisonniers politiques ont pratiquement tous leurs comptes qui sont gelés. Je vous le dis, depuis 2011, Mme Simone Gbagbo a tous ses comptes bancaires qui sont bloqués. Michel Gbagbo, le fils de Mme Gbagbo et du président Laurent Gbagbo, a tous ses comptes bancaires qui sont bloqués également. Donc, une bonne partie des prisonniers politiques se retrouvent dans une situation de dénouement liée à la volonté du pouvoir ivoirien de les asphyxier financièrement. Quand ils n'ont même pas le minimum pour se payer des médicaments pour se soigner, ce n'est pas les avocats qui pourraient payer. Donc, ce que nous pouvons comprendre, parce qu'aujourd'hui, financièrement, c'est difficile. Le gouvernement ivoirien qui est très attaché à la justice et à la transparence devrait dégeler les comptes de ces personnes-là, leur permettre d'avoir une vie digne déjà pour eux et les familles, et leur permettre de payer convenablement et dignement leurs avocats qui travaillent depuis 2011. Voilà ce que je pourrais dire. Écoutez, je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire, mais je suis également avocat inscrit sur la liste des conseils à la CPI. À côté de cela, je suis l'avocat principal de Mme Simone Gbagbo dans le case ou dans la procédure en français pour Mme Simone Gbagbo contre la procureure de la CPI. Donc, nos rapports sont des rapports liés aux règles de fonctionnement de la CPI dans le cadre d'une procédure ouverte devant elle, mais qui est encore au stade de l'enquête du bureau du procureur.
Et donc, sinon, le rapport se limite véritablement à ça. Il n'y a pas de véritable collaboration pour l'instant entre la CPI et nous en ce qui concerne les dossiers qui font l'objet d'enquêtes. Voilà, tout simplement. On a de bonnes relations avec certains avocats qui sont en charge de la procédure du président Laurent Gbagbo ou bien de Charles Blé Goudé, mais de façon générale, il n'y a pas de véritable collaboration entre les avocats, les équipes d'avocats à la CPI et les avocats en charge des procédures en Côte d'Ivoire. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que chacune des parties gagnerait à une bonne collaboration. Moi, en ce qui me concerne, ma cliente poursuivie pour les mêmes faits que le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, le ministre Blé Goudé, a obtenu son acquittement en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, le plus difficile pour moi est déjà passé. Nous, on a obtenu gain de cause. Alors, nous nous battons aujourd'hui tous ensemble. Nos prières convergent pour que le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé puissent obtenir leur acquittement parce que nous pensons et nous sommes convaincus qu'ils sont innocents. Mais cela impliquerait que les équipes de défense collaborent. Mais en termes de collaboration, on ne peut pas leur reprocher de ne pas collaborer. Ils ont leur stratégie de défense et c'est en fonction de leur stratégie de défense qu'ils arrêtent leurs priorités et qu'ils estiment qu'ils peuvent demander telle ou telle information ou collaborer avec tel ou tel avocat et nous respectons leur stratégie de défense. Mais déjà, en termes de contradiction à la CPI elle-même, le président Laurent Gbagbo a été arrêté pratiquement a été arrêté, le mandat a été pris pratiquement en novembre ou un mois avant et un mois après, le bureau du procureur estimait qu'elle disposait d'assez d'éléments pour ouvrir une procédure contre le président Laurent Gbagbo. Alors quand on arrive à la CPI et qu'au bout de quelques années, la chambre préliminaire demande à la procureure d'aller chercher des éléments complémentaires parce que les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisants pour ouvrir une procédure, j'estime qu'il y a un véritable abus d'autorité qui a été commis par la procureure de la CPI. Soit elle avait des éléments et donc elle faisait ouvrir une procédure, soit elle n'avait pas d'éléments, elle ne gardait pas le président Laurent Gbagbo en détention abusivement, comme pour l'utiliser comme un argument politique pour le mettre hors d'état de cause ou de nuit de la politique ivoirienne. Voilà, et j'ai pas compris pourquoi la chambre préliminaire a estimé nécessaire de lui demander d'aller compléter ces éléments. Si les éléments en matière pénale n'étaient pas suffisants, il fallait mettre le président Laurent Gbagbo purement et simplement en liberté et demander à la procureure de la CPI d'aller mieux se pourvoir. C'est ce qu'on aurait dû faire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en ce qui concerne les mêmes poursuites, tant en Côte d'Ivoire qu'en France, déjà, en ce qui concerne la marche des femmes d'Abobo, au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose. Nous n'en savons pas grand-chose. Quand vous répondez comme ça, on pourrait dire que vous insultez la mémoire des victimes. Nous n'insultons pas la mémoire des victimes. S'il y a eu victime, nous respectons la mémoire des victimes. Sauf que les éléments objectifs de la procédure ne nous rassurent pas sur l'existence même de ces victimes et les conditions dans lesquelles elles auraient été tuées. Déjà, je tiens à vous dire que les 7 femmes d'Abobo sont pratiquement toutes portées disparues. On n'a pas retrouvé leur corps. La justice ivoirienne n'a jamais retrouvé leur corps. Donc, il n'y a jamais eu d'autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Chose curieuse, alors que 2 de ces corps-là ont été enterrés par leur famille. Vous imaginez, il y a la famille de Bamba Machami l'a enterré au cimetière d'Abobo. Mais quand la justice ivoirienne a demandé qu'on leur montre la tombe pour l'exhumation, la famille n'a pas été en mesure de montrer où se trouvait la tombe et donc le corps n'a jamais été exhumé. Il y en a une autre qui a été enterrée par un ressortissant guinéen dans la forêt du Bonko. Chose curieuse, c'est que les 2 personnes avec qui il était pour aller l'enterrer ont disparu. Le fameux Guinéen serait allé en Guinée, il serait mort en Guinée. Résultat, personne n'est en mesure de dire où cette demoiselle a été enterrée. Les 5 autres corps ont été envoyés selon les informations à la morgue de Yopougon et ensuite enterrés dans une fosse commune. Et on n'a jamais été en mesure de retrouver ces corps. Donc, je trouve assez curieux qu'on n'ait pas été en mesure de retrouver le corps de ces 7 femmes-là. Et que ce seul argument, elle suffit déjà à ce qu'une résolution des Nations Unies soit prise la même journée pour autoriser le bombardement de la résidence présidentielle au point de vouloir attenter à la vie du président Gbagbo et de toutes les personnes qui se trouvaient dans cette résidence, dont des enfants à bas âge, dont des enfants de moins d'1 an.
Et aujourd'hui, nous dire que l'ONU a pris une telle résolution sans jamais avoir eu la preuve que ces femmes ont été tuées, sans avoir jamais retrouvé les corps et fait les autopsies, je trouve que cela est extrêmement grave. Alors quand je vois des experts passer à la CPI pour dire qu'ils ont analysé les corps, pardon pas les corps, mais les vêtements de ces personnes-là, je suis extrêmement choqué. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps et ces demoiselles, apparemment, si elles ont été tuées, n'ont jamais été enterrées nues. Elles ont été enterrées telles qu'elles étaient habillées. Donc, de quels vêtements la CPI a pu disposer au point de vouloir faire des autopsies, des analyses de vêtements. Je suis complètement désolé. Je trouve que cela est extrêmement grave. En termes de bombardement du marché Siaka Kone par le camp commando d'Abobo, mais au jour d'aujourd'hui, il était techniquement prouvé que le camp commando n'a jamais pu bombarder le marché Siaka Kone. C'est une pure affabulation. Une pure affabulation du régime en place en son temps qui était dans l'opposition pour pousser, comme d'habitude, la communauté internationale qui y était favorable déjà à une cabale contre le président Laurent Gbagbo. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons toujours qu'on nous rapporte les preuves des bombardements du marché Siaka Kone par des obus tirés depuis le camp commando. Alors que les experts même de l'ONU vous disent qu'il n'était pas techniquement possible que cela se fasse et qu'on n'a retrouvé aucune trace d'obus tirés sur ce marché. Déjà, de 2011 à aujourd'hui, il y a eu des milliers de personnes qui ont été mises en prison par le régime actuel au motif qu'elles auraient travaillé avec le président Laurent Gbagbo ou qu'elles auraient travaillé dans des administrations sous la présidence du président Laurent Gbagbo, ce qui est extrêmement grave. On ne peut pas, moi je n'ai pas les chiffres du nombre de prisonniers politiques que nous avons aujourd'hui, mais vu que la DST, le gouvernement ivoirien, passe leur temps à arrêter des gens tout le temps pour, dit-on, avoir collaboré avec le régime Gbagbo et à qui on colle des accusations fallacieuses de complot contre l'autorité de l'État, c'est un nombre de prisonniers politiques qu'on ne peut jamais arrêter, il est constamment en évolution. Mais je pense qu'il y a certaines instances, certainement du FPI, dont celle dirigée par M. Michel Gbagbo sur les prisonniers politiques ou des organisations internationales basées en Côte d'Ivoire qui pourraient vous donner les chiffres précis. Bien sûr, il y a plusieurs personnes, plusieurs prisonniers qui sont morts en prison sans procès. Voilà. Et récemment, on en a encore dénombré certains. Je pourrais dire qu'il y a plus d'une dizaine, mais vous donner un chiffre précis, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en 3 semaines ou en 1 mois, en 2 mois, on a eu au moins 3 ou 4 prisonniers qui sont décédés. En Côte d'Ivoire, dans les tests ivoiriens, le procès en assise est un procès public. Il est ouvert à tout le monde, à tout le public. Donc, que vous soyez journaliste, simple citoyen, vous avez le droit d'y assister. Donc, naturellement, la presse nationale et internationale peut y assister et assiste à ces procès, je le confirme. Sauf que dans les tests ivoiriens, dès que les débats commencent, vous n'avez pas le droit de filmer ou d'enregistrer. Donc cette règle-là du Code de procédure pénale, ça s'impose tant aux citoyens qu'aux journalistes. Et moi, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne la défense de Mme Simone Gbagbo, nous avons écrit à la justice ivoirienne pour que la justice ivoirienne puisse exceptionnellement autoriser que ce procès soit filmé. Parce que c'est un procès qui est lié à la crise post-électorale. Il faut que tous les Ivoiriens, peu importe l'endroit de la Côte d'Ivoire où ils se trouvent, puissent, depuis la télévision, suivre ce procès pour savoir ce qui est reproché aux prisonniers politiques, ce qui est reproché à Mme Simone Gbagbo et ce qu'elle répond des accusations à son encontre. La justice ivoirienne n'a pas fait droit à ma demande et j'ai trouvé cela dommage parce que je me suis rendu compte que la justice ivoirienne avait des choses à cacher. Je pensais que ce procès était fait pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens parce que le gouvernement ivoirien a estimé qu'il n'y avait pas de réconciliation sans justice. Donc, si c'est le cas, il faut mettre ce procès à la disposition de tout le monde pour que tout le monde puisse le suivre. Le procès à la CPI est retransmis sur les ondes et je ne pense pas que cette retransmission-là gêne ou entrave la manifestation de la vérité. Écoutez, je ne dirais pas au même moment. Il y a eu plusieurs procédures en même temps d'instruction, mais les procès ne se sont pas faits en même temps. Il y a eu d'abord en 2015 le procès pour atteinte à la sécurité de l'État et organisation de bandes armées, pour lequel elle a été condamnée à 20 ans de prison, alors qu'il n'y avait aucun élément de preuve dans le dossier qui l'accablait. J'ai estimé que c'était une décision politique. Et 1 an et demi après, il y a eu le procès qui pour moi est le plus important, qui est celui qui est l'équivalent du procès à la CPI, le procès pour crime contre l'humanité et crime contre les prisonniers de guerre. Et c'est un procès qu'elle a gagné. Elle a été acquittée parce qu'effectivement, Mme Simone Gbagbo n'a rien à voir avec ces crimes-là, ne les a jamais commis et c'était tout simplement naturel
pour une fois que la justice acceptait de se départir de la pression du pouvoir, de reconnaître qu'elle était innocente. Mais écoutez, déjà, la Human Rights Watch a peut-être dit qu'il déplorait le manque de respect des droits de la défense, oui, c'est vrai, mais ils ont quand même déploré l'acquittement de Mme Simone Gbagbo. Je suis complètement désolé. Human Rights Watch est très mal placé pour déplorer l'acquittement d'un accusé. Mais je suis désolé, s'ils défendent les droits des détenus et des citoyens, mais ils devraient se réjouir de l'acquittement d'un accusé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est pas à eux de décider de qui va à la CPI et de qui ne va pas à la CPI. J'ai pas souvenance que cette organisation ait demandé une seule fois à des citoyens européens ou occidentaux d'être transférés devant la CPI. Sauf erreur de ma part, mais ça peut arriver. Autre chose d'important, c'est que, comme je le dis, c'est pas à eux d'en décider. Mme Simone Gbagbo a souhaité être jugée en Côte d'Ivoire. Dans les statuts de Rome, la Cour pénale internationale est une justice de substitution, une justice complémentaire. Donc le principe, c'est d'être jugé dans son pays. Et si le pays estime qu'il n'est pas en mesure de vous juger, qu'on apprécie l'opportunité de vous faire juger à ces pays. À partir du moment où la justice ivoirienne peut juger Mme Simone Gbagbo, je ne comprends pas la raison pour laquelle Human Rights Watch souhaite qu'elle soit jugée par une justice qui est complémentaire. Voilà. Cette raison est complètement farfelue et absurde. Human Rights Watch a fait une communication sur le procès de Mme Simone Gbagbo. Mon associé et ma consoeur Maître Abiba Touré et moi leur avons répondu. Et en réponse à notre courrier, ils ont fait une communication dont ils nous ont adressé copie pour nous expliquer qu'ils n'étaient nullement en train de poser des actes de partialité, parce que nous leur avons reproché de n'avoir jamais exigé que la CPI ouvre enfin une procédure contre les forces pro-Ouattara qui ont commis des milliers de crimes contre les populations ivoiriennes soupçonnées d'être pro-Gbagbo, contre les populations de l'Ouest depuis 2002 jusqu'à 2012. Alors nous sommes complètement choqués. Voilà ce que nous avons reproché à cette organisation-là, tout simplement. Et donc elle a tenu à faire une communication pour nous répondre. Mais je tiens à vous dire que sa communication, nous n'avons pas trouvé cette communication assez satisfaisante pour répondre à nos préoccupations qui sont que pour l'instant la justice, la CPI ne poursuit pas encore les forces pro-Ouattara pour les milliers de crimes commis, alors que le président Laurent Gbagbo est poursuivi pour quoi, 275 victimes. Je vous l'avais dit tout à l'heure que la situation des acteurs des faits. Alors les acteurs des faits là, pour nous, c'était les commandants des forces armées de police, donc le général Bandoumbia, le général Kassaraté Tiapé, le général Philippe Mongou, Soro Diom, Aoussou Jano, qui étaient les organisateurs de la marche de la RTI. Alors, ces personnes-là n'ont jamais été entendues et nous avons exigé par nécessité de vérité et de manifestation de la vérité que ces personnes-là comparaissent pour qu'elles nous expliquent ce qui s'est effectivement passé. Et donc, il y a eu effectivement plusieurs suspensions ou plusieurs blocages, mais qui étaient des blocages justifiés pour la défense parce que notre objectif, c'était la recherche de la vérité. Voilà ce que je peux vous dire. En termes de vices de procédure, il y a eu plusieurs vices de procédure. On ne pourrait pas aujourd'hui résumer 13 mois de procès en quelques minutes. Voilà ce que je peux dire. C'est comme ça, le procureur fait ses réquisitions, mais la justice n'est pas tenue par ses réquisitions. Donc, naturellement, ils peuvent décider de passer outre les réquisitions pour rendre une décision plus sévère. Mais en réalité, en termes de décision, la décision aurait dû être simplement un acquittement parce qu'il n'y avait aucun élément de preuve contre Mme Simone Gbagbo. En ce qui concerne la question des escadrons de la mort, c'est purement et simplement une imagination de la presse occidentale. En réalité, en termes d'escadron de la mort, il n'y a jamais eu de procès à l'encontre de Mme Simone Gbagbo. Mme Simone Gbagbo n'a jamais fait l'objet, tant en Côte d'Ivoire qu'en France ou nulle part dans le monde, d'un procès pour avoir organisé des escadrons de la mort. Et je tiens à le dire, Mme Simone Gbagbo n'a jamais organisé d'escadron de la mort. Et sous la présidence du président Laurent Gbagbo, en 10 ans de pouvoir, il n'y a jamais eu d'escadron de la mort en Côte d'Ivoire. Alors, et je vous le dis à titre d'exemple, si les tenants du pouvoir sous le président Laurent Gbagbo voulaient organiser des escadrons de la mort, écoutez, ces escadrons-là n'iraient pas tuer des personnes innocentes dans des quartiers précaires. Ces personnes-là auraient listé tous les opposants politiques du président Laurent Gbagbo qui étaient en Côte d'Ivoire et les auraient éliminés purement et simplement.
Cela aurait rajouté peut-être une plus-value à ce couple-là que de s'acharner sur des personnes anonymes. Que pourrait rapporter l'exécution ou la mort d'une personne anonyme pour le couple Laurent Gbagbo? Mais rien du tout. Et je le dis et je le répète, les escadrons de la mort étaient une vue imaginaire des opposants politiques du président Laurent Gbagbo sous sa présidence, appuyée par la presse occidentale qui était dans une campagne de dénigrement et de cabale contre le couple Laurent Gbagbo, purement et simplement. Et je mets quiconque au défi, à ce jour où je vous parle, de m'apporter la preuve d'un seul escadron de la mort sous la présidence du président Laurent Gbagbo. Il n'y en a jamais eu. Je réponds, alors je pourrais vous dire non, parce que je n'ai pas d'informations précises sur ce point-là. Mais par contre, je sais qu'il y a des organisations de droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui quand même font un travail remarquable. Et je pense que ces organisations ont dû faire des rapports ou des notes ou des notices en ce qui concerne les vices et procédures, puisque ces organisations ont suivi les procès depuis 2015. Le procès Asso Ado, le dossier Ado Ado est un dossier qui pour moi est un dossier absurde. Parce qu'il est en exil au Ghana. Il est rentré à la demande des autorités ivoiriennes qui rassuraient les hommes politiques en exil de rentrer. Il est rentré. Quelques mois après, il s'est fait arrêter, je dis dans des conditions très humiliantes pour son statut d'ancien ministre de la République, gardé à la DST, ensuite transféré à la MACA. Il s'est fait accuser de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation de bandes armées, de plusieurs choses un peu absurdes comme ça. Alors, l'instruction s'est tenue. L'instruction a montré qu'il n'avait rien à voir avec ces accusations, mais n'empêche que le juge d'instruction a quand même rendu une ordonnance de renvoi de transmission de pièces au parquet. La chambre d'accusation a été saisie au second degré. La chambre d'accusation a rendu un arrêt de mise en accusation de M. Asso Ado pour 4 ou 3 chefs d'inculpation, d'accusation. Alors, les assises se sont tenues. La défense du ministre Asso Ado, composée de plusieurs avocats de bonne qualité, dont le doyen d'âge, le bâtonnier Singata, a démontré que M. Asso Ado n'avait rien à se reprocher. Alors, donc, la cour d'assises a rendu une décision dans laquelle elle innocente M. Asso Ado pour tous les chefs d'accusation mis à son encontre dans l'arrêt d'accusation. Chose curieuse, c'est qu'après l'avoir déclaré innocent de tous ceux dont il était accusé depuis 2 ans et demi, la cour a quand même décidé de le condamner pour trouble à l'ordre public à 4 ans de prison, alors que cette infraction ne figurait nullement dans l'arrêt d'accusation. Pour nous, c'est une victoire. Pour moi, qui étais avocat principal de M. Asso Ado, je dis bien que c'est une victoire, parce que nous avons réussi à casser toutes les accusations farfelues ou, je dis, imaginaires qui étaient contenues dans l'arrêt d'accusation. Alors, le condamner pour des faits ou pour une infraction qui n'est pas contenue dans l'arrêt d'accusation, je dis que la justice ivoirienne a voulu simplement rendre des services politiques au pouvoir ivoirien. Et nous avons formé un pouvoir en cassation contre cette décision et nous espérons la casser parce que M. Asso Ado est purement et simplement innocent.